Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Honor V20, qui est donc le dernier né de chez Honor et qui intègre des choses très intéressantes. Tout d'abord, il a le Kirin 980 qui a le Mate 20 Pro et qui est très intéressant. C'est clairement une grosse avancée chez Huawei en termes de processeur et surtout, il y a un nouvel axe qui a été abordé, c'est surtout l'économie d'énergie. Quelque chose qui n'a jamais été réellement le mieux chez Huawei, en tout cas sur ces puces-là. C'est jamais ce qui a vraiment été le mieux maîtrisé. Surtout le Kirin 960 qui était un gros gouffre là-dessus. Aussi, il y a autre chose, c'est le premier à intégrer la caméra, le IMX 586, dernier né de chez Sony, qui a la particularité de faire un réel 48 mégapixels. Alors, après, justement, la partie photo est très intéressante sur ce point-là, et il y a énormément de choses à dire. Le capteur en plein jour peut faire des photos absolument dingues par rapport à la taille du capteur. On a vraiment des photos qui peuvent être vraiment excellentes et très détaillées. Et vous avez tout ça de façon dans l'album photo et je vous montrerai ça aussi dans la partie photo. Vous avez aussi donc la partie écran en façade où il n'y a plus d'encoche mais juste un point avec la caméra dedans. Et ça c'est aussi l'autre chose très sympathique que j'ai beaucoup apprécié et je vais vous expliquer pourquoi dans le design. Donc ce qui fait que déjà vous avez ces deux choses là, vous avez aussi la supercharge, le design qui est réussi. Donc c'est même quatre choses on va dire qui sont vraiment sympas et c'est sûrement à mon sens le smartphone Honor le plus abouti à ce jour dans le sens où par rapport aux sorties des smartphones c'est clairement le plus intéressant. Il me rappelle beaucoup le Honor 8 à sa sortie qui clairement intriguait beaucoup avec son double capteur et puis même son design assez atypique, vraiment nouveau par rapport au Honor 7. Ici, on a un peu la même chose, on a quelque chose de réellement nouveau, des vraies innovations, pour le coup, qui apportent des petits plus, et pour le coup, avec un bon rapport qualité-prix, même si ça augmente sensiblement par rapport au View 10. Qu'est-ce que ça donne réellement? On passe tout de suite au test. Et donc, ce qu'il fait que, déjà, rien que pour l'encoche, il y a quelque chose de vraiment sympathique, puisque déjà, on ne l'a pas. Et en fait, la caméra, on l'oublie souvent quand on regarde l'écran, et c'est déjà une chose qui est vraiment intéressante, parce que c'était la question que je me posais. Pour le coup, Honor l'a fait et l'a vendu très rapidement, et donc ce qui fait que ça permet de se rendre compte d'une chose. On reparlera de la symétrie par rapport à l'écran, qui est quand même intéressante à parler, puisque elle va beaucoup diviser. Hop, on va enlever ça, ce sera mieux. Vous avez ensuite le capteur de proximité et on peut le voir en fait, c'est vraiment grâce à la partie, au film de protection qu'on le voit, mais en fait le capteur de proximité est juste ici, donc il doit être très très petit et il se voit pas du tout. Donc vraiment, heureusement qu'il y a le film de protection pour justement mettre sur la piste de ça, ce qui fait que vraiment si on va le cacher, ça va baisser en termes de luminosité. Ça, c'est une première chose. Au niveau du menton, forcément, on est sur Android, c'est pas la même chose que les iPhones, et ça a encore du mal à disparaître. Il reste petit en soi, il est dans la moyenne de ce qui se fait dans les hauts de gamme à l'heure actuelle, donc pas de choses particulières à dire dessus. Sinon, c'est plutôt un borderless sur les bords, hein, ça reste des ports plutôt fins, donc ça c'est bon. Ensuite, au dos, c'est vraiment particulier. Alors le côté V en fait de ce design est très particulier, il correspond bien à la gamme V, donc pour ça, je vous avoue que ça me pose pas réellement de problème. Par contre, après, ça peut vraiment diviser. Mais au moins, ça lui donne une personnalité, donc chacun son choix. Je pourrais pas vraiment dire plus là-dessus, mais en tout cas, ça lui donne une sacrée personnalité. Ça fait un effet vraiment sympathique. Et un peu à la Mario Kart avec ce côté turbo qui a d'ailleurs été mis en avant par Honor. Vous avez par contre le lecteur d'empreintes, on y reparlera, enfin on peut même en parler. Pourquoi il y a un lecteur d'empreintes ici et non pas dans l'appareil? C'est parce que justement, comme nous avons une caméra qui est dans l'écran, il y a la partie AMOLED qui permet justement ce même système,
est réservé seulement à Samsung. Il faut bien qu'ils restent premiers, donc ils vont pas donner à la concurrence. Ce qui fait que, bah, comme c'est du LTPS et non pas de la MOLED optique, eh bien, ça ne permet pas d'avoir le lecteur d'empreinte sous l'écran. Résultat, comme forcément on veut du borderless, il est au dos. Peut-être aurait-il été bien de l'avoir sur le côté, mais en tout cas, ils ont opté pour le dos. Chose qui me dérange un peu plus au final, c'est surtout le positionnement des capteurs photo. Donc on a un peu ce même système où en fait, bah, c'est ce qu'on a d'habitude un peu sur les Huawei P20, etc. C'est-à-dire qu'on a le double capteur et le gros capteur après. Sauf qu'au lieu de le mettre comme ceci en hauteur, ils l'ont mis ici en largeur. Autant en hauteur, ça me dérange un peu moins. Ici, comme ça, en fait, ça fait assez bizarre parce que là, ça aurait été bien d'avoir quelque chose de symétrique et peut-être d'avoir quelque chose d'agencé comme ceci, ou avoir aussi, pour aller encore plus loin et au bout de l'idée avec ce même système ici, d'avoir ce côté en V de la caméra. Pour le coup, ça aurait été encore plus atypique et ça aurait permis d'avoir quelque chose d'un petit peu plus boosté en termes de, comment dire, de personnalité et bah, voilà, ça aurait été au bout du design. Je pense que ça aurait été bien. Après, est-ce que l'agencement fait que c'était que possible comme ça? Je ne sais pas. Mais c'est un peu dommage puisque même si c'est bien dans la même longueur, clairement entre un point ici, celui-là qui est pas du tout centré, au moins l'avoir centré, ça aurait été au minimum, je pense, et le AI à droite, bah, ça fait un peu particulier. Donc ce qui fait que je suis pas forcément fan de cette partie-là. Après, pas grand-chose à dire de plus. En soi, l'agencement est plutôt bon et même très bon, je trouve. Enfin, pas l'agencement. Au niveau des joints, en fait. C'est-à-dire que, alors, on a une partie plastique autour de l'écran. Donc ça, c'est quelque chose qui, bah, seul Meizu ne l'a pas. C'est assez particulier, mais voilà. Mais néanmoins, c'est doux au toucher, ça ne gratte pas. Donc ça, c'est une première chose. Et surtout, c'est bien agencé aussi derrière. Ce que je reprochais, par exemple, au Oppo à plus de 1000 euros. Ici, ce n'est pas le cas. On a cette jonction qui se fait plutôt bien, même s'il y a un petit écart avec le métal de la tranche. Mais globalement, c'est assez doux et ce n'est pas vraiment perturbant. Il est donc agréable en main et ça, c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que la tranche est plate, ce qui fait que, bah, en fait, bah, on le tient bien en main, donc on a vraiment l'impression de le prendre correctement en main. Donc il est bien optimisé, surtout les 6.4 pouces sont bien optimisés en 19 neuvième. Donc en main, il fait bien sûr, bah, forcément on a un grand écran, mais il reste largement tenable en main. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, il est bien optimisé, et puis bah, surtout, grâce à cette caméra dans l'écran, c'est agréable. D'ailleurs, elle s'intègre plutôt bien, alors bien sûr, si on le fait comme ça, on va voir que justement, il n'est pas symétrique entre cette partie-là et cette partie-là, il semble décentré, et en fait, il est plus éloigné de cette partie-là que de cette partie-là. Alors effectivement, comme ça, si on prend design pur, ça fait pas beau. Là, comme ça, on va dire, eh ben, ça fait pas beau. Sauf que, il y a une chose en fait qui a été pensée, c'est que choisir entre la symétrie quand il est éteint, ou en tout cas à l'utilisation, c'est bien, mais c'est surtout qu'en général, de toute façon, nous avons les notifications qui sont affichées. Ce qui fait que ces notifications, bah forcément, si vous l'alignez correctement avec le reste, la caméra devient quasi invisible déjà à l'utilisation, puisque vous allez le confondre tout simplement avec la ligne de notification et barre d'état. C'est vraiment intéressant, ça prend pas forcément beaucoup de place, et comme c'est aligné et que c'est mis au maximum en haut, et bien comme ça on garde quand même un maximum de place en bas, parce que sinon ça aurait fait une grosse partie, une grosse barre d'état. Si c'est pour avoir la même chose que le Google Pixel 3, parce qu'il a une grosse encoche et qu'ils ont voulu faire un petit visage en sourire sur le Pixel 3 XL, et ben je trouve ça pas beau du tout. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose, en tout cas c'est un bon choix qu'ils ont fait à mon sens. Après, est-ce que c'était le meilleur pour ceux qui aiment le design symétrique? Forcément non. Mais sinon, globalement, bah, c'est quand même bien pensé par rapport au logiciel pour le coup. Vous pouvez d'ailleurs aussi la cacher, ce qui fait que l'écran LTPS est pas mal du tout. Ça se remarque assez peu au final, que ce soit le jour, même le soir en fait. Ça ressort pas trop le côté LTPS de la dalle. Les contrastes sont vraiment bons, donc ce qui fait que c'est quand même agréable. Et ce qui fait que vous allez par contre complètement l'oublier. Par contre, le problème, c'est que forcément, avec une telle encoche, ça fait une différence entre ici et ici. Et là, pour le coup, c'est lui qui fait plus gros. Donc après, à vous de voir comme vous voulez, mais je trouve ça un peu moins beau. Et pour le coup, bah, en fait, je préfère quand c'est sans encoche. C'est, bah, pour le coup, comme c'est vraiment peu visible, et je pense que même là, ça se voit, on le voit assez peu globalement dans l'écran, et ben, c'est agréable tout simplement, j'ai envie de dire. Même là, en fait, sur Deezer, je le remarque assez peu. Alors, il se remarque un peu plus forcément, mais vraiment, alors je sais pas si c'est parce que mon cerveau est conditionné au fait d'avoir les notifications ici, mais je le remarque pas du tout. Avoir peut-être un côté un peu plus contrasté sur les notifications aurait permis d'appuyer un petit peu plus ça. Mais sinon, cette idée est plutôt bonne. Je trouve l'agencement plutôt bon. Est-ce qu'il aurait été peut-être, et je pense que ça aurait été mieux, possible de le mettre au centre? Je pense que oui. Parce que là, il n'y a pas de notification, ça reste symétrique partout. C'était central.
Et avec l'Essential Phone, en tout cas, ça passait vachement bien puisque je le trouvais pas moche. Donc je pense que ça aurait été peut-être mieux. C'est peut-être la plus grande chose que j'aurais à dire de ce point de vue-là. Mais en tout cas, voilà, il est plutôt bon, il est complet en termes de connectivité, le design est réussi et atypique, et ça lui donne une vraie personnalité. Et ça, c'est un vrai petit ajout que pour l'instant, seul le Samsung Galaxy A9 Pro, qui devrait arriver plus tard, a pour l'instant, et c'est convaincant. Au niveau de la surcouche, on se retrouve avec Magic UI. Alors Magic UI, c'est exactement la même chose que EMUI, à la grosse différence que eh bien, cette fois-ci, Honor aura la main mise à partir de maintenant sur sa surcouche. Dans le sens où, quand Huawei implantait des nouvelles choses sur EMUI, il fallait bien évidemment que Honor implante ces mêmes fonctionnalités. Et bah, ils étaient dépendants en fait d'eux. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils vont pouvoir s'émanciper de ça et ils vont pouvoir mettre les fonctionnalités qu'ils ont envie de mettre pour la communauté, pour ce qui est demandé. Donc, ils vont être moins dépendants de Huawei là-dessus. Donc ça, c'est déjà une première chose. Sinon, soit on est vraiment sur la même chose, donc on a ce qui fait qu'on a ici le lanceur avec, comme vous pouvez voir à gauche, on a le Google Now pour ceux qui aiment bien les news comme moi. Vous avez donc tout ce qui est ici quand on dézoome, les fonds d'écran, widget, transition, paramètres de l'écueil. Vous pouvez changer la disposition, là moi je l'ai mis au maximum, donc 5x6. Le verrouillage, on peut verrouiller si on veut, alignement automatique, les badges sur les applications si vous voulez. Donc si vous voulez tout ce qui est les badges en fait, bah, voilà. Si vous recevez une notification, vous savez que c'est sur cette chose-là. Le fil d'actualité, vous pouvez le désactiver aussi. Vous avez bien évidemment ici donc les raccourcis. On va commencer comme d'habitude par les paramètres. Donc ce qui fait qu'on a la NFC puisqu'on peut voir qu'on a maintenant Google Pay qui est présent. Au niveau du Wi-Fi, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez déjà le Wi-Fi Plus qui va permettre donc de basculer automatiquement entre Wi-Fi et données mobiles, l'activation automatique avec la localisation, et ça va vérifier en fait si le Wi-Fi fonctionne. Au niveau de la partie 4G, au niveau des SIM, il y a petite chose particulière, alors déjà les dual SIM, mais en plus de ça, vous avez le double SIM dual SIM 4G, donc ce qui fait que les deux SIM vont jouer en 4G. Donc ça va être la chose intéressante, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de smartphones qui font ça. Honor, eux, le font, donc si vous êtes intéressé pour cette partie-là, vous l'avez. Vous avez toute la partie écran avec les modes des couleurs, normal ou vive selon vos besoins. Donc ça peut être la chose sympathique. Ici, je l'ai mis comme ceci, en fait, en normal, pour pas que ce soit trop vite de base. Même si j'aime bien les couleurs vives, et je pense y revenir à un moment donné. Vous avez le confort des yeux, qui malheureusement, contrairement au Oppo, a tendance à plus surtout jaunir, mais ne pas trop rougir. Ce qui est un peu mieux, surtout à très forte luminosité. Il faudrait pouvoir rougir un peu plus, quelque chose qui n'a jamais été changé et qui pourtant est très important pour les yeux, parce que comme vous enlevez beaucoup de jaune, si c'est trop jaune, ça devient un peu agressif. Si vous mettez un peu si ça devient un peu plus rouge, que vous enlevez aussi le vert, eh bien c'est beaucoup mieux pour les yeux, surtout si vous mettez à forte présence, et ça va être extrêmement reposant. D'ailleurs j'en ai énormément besoin en ce moment, ce qui fait que c'est un petit peu dommage pour lui, parce que c'est un peu le moins efficace de ce point de vue-là. Vous avez la taille et la police que vous pouvez régler ici, donc l'aspect en petit, ce qui permet d'avoir une densité d'affichage plutôt correcte. Vous avez la résolution d'écran qui peut choisir en fait selon les besoins entre du 720p et 1080. Alors je vous avoue que j'ai jamais réellement eu besoin de l'afficher et c'est pas en soi, ça se voit pas en fait. Si ça passe en 720p, je ne sais pas quand est-ce que ça passe. Vous avez un mode simple qui est présent. Le mode simple, en fait, non pas le mode simple, mais en soi, à la recherche d'autres paramètres, ça, je l'ai vu surtout sur les Samsung. C'est effectivement une bonne idée parce que avec ça a été complètement changé avec Android 8 et 9. Et parfois, on peut chercher un truc qui, dans la logique, nous semblerait ici, mais qui a été rangé ailleurs. Le fait de suggérer qu'on peut rechercher à un endroit précis une option qui est en fait ailleurs est plutôt bien. Dans la partie son, on a bien sûr toute la gestion ici des sons, mais vous avez aussi l'effet Honor Huawei Hisense qui lui va permettre d'avoir, en fait, tout simplement, on en parlera dans la partie son, un égaliseur pour gérer le son. Très intéressant, on en reparlera sur la partie sonore. Vous avez la gestion des notifications, que ce soit dans l'ensemble, etc. Ça c'est classique. Les applications que vous avez, vous pouvez aussi en cloner. Pour l'instant, c'est juste Facebook qui est précisé, donc c'est un peu dommage de ne pas être libre. Vous pouvez choisir les applications par défaut. Voilà, vous avez tout ici, comme ce qu'il y a d'habitude. Ça ressemble beaucoup à Android pur dans les paramètres et dans l'ensemble. Vous avez ici dans la partie batterie, par contre, des choses un petit peu plus présentes, qui est donc le mode performance. Donc ça, par exemple, surtout si vous jouez, vous voulez un maximum de performance, ça va être ici.
Vous avez la gestion d'économie d'énergie, donc qui va permettre un petit peu de couper plus facilement les réseaux quand vous allez mettre en veille, d'avoir moins de notifications en même temps, etc. Et le gestion d'économie ultra qui lui va mettre en mode très simplifié, tout simplement, comme on peut le voir là, pour économiser au maximum la batterie. On peut choisir les applications qui ont le droit de se lancer ou non, les détails d'utilisation de la batterie, bon après ça c'est assez classique. Vous avez le stockage ici, hop, le stockage ici, bon là j'ai la version 256 donc ça va, je suis large. Ensuite, l'équilibre digital, là ce qui est plutôt bien, ça permet de voir combien de temps je passe sur l'écran de ce téléphone, ce qui fait que ce sera jamais réellement la réalité pour moi. Et donc vous avez le gestionnaire de temps, donc si, voilà, c'est ça, ça permet de savoir exactement, on peut définir un temps, etc. Ça vient de chez Google aussi avec Android 9 et ils l'ont implanté. Donc ils ont mis quelques petites fonctions, ils l'ont fait un petit peu différemment. Ici vous avez la sécurité, donc avec la mise à jour de janvier, pour l'instant rien pour février. Donc c'est pas encore très rapide de ce point de vue-là. Vous avez l'identification via l'empreinte digitale, vous avez la reconnaissance faciale, le mode de déverrouillage, si vous voulez des numéros, etc. Vous pouvez choisir. Hop. L'assistance intelligente, vous avez iTouch, donc là l'interface de navigation à une main, donc voilà, si vous voulez que le clavier soit réduit ou si vous voulez faire ça, hop, ça va faire ça, tout simplement. Hop, le contrôle par les mouvements, donc là vous pouvez faire des petites choses comme ça. Alors là ça va être par exemple ici, donc ce qu'ils ont fait donc toujours avec ça. Vous avez normalement ici, voilà, vous avez des petites choses ici qui peuvent être sympathiques. D'ailleurs, chose intéressante pour cette partie-là, justement, si vous prenez une capture d'écran. Donc, soit vous l'enregistrez telle quelle et elle part à gauche, soit vous faites vers le bas et ça va faire le défilement d'écran et ça va vous enregistrer toute la page que vous voulez enregistrer. Donc ça c'est la chose qui est intéressante parce que ça s'active très facilement. Ensuite, vous avez les comptes, les services Google, le système qui, lui, permet des petites choses. Donc vous avez tout ce qui est à propos, ce que je vous ai montré. La mise à jour ici, si vous voulez le lancer manuellement. Bon, là, pour l'instant, il n'y a rien. Vous avez la navigation système. Alors, personnellement, j'utilise la navigation classique. Vous avez le dock qui est toujours présent. Et vous avez aussi les gestes. Des gestes qui sont, hop, comme ceci. Vous avez la touche retour qui va se faire, hop, si je vais dans une application sur le côté, comme on peut le voir. Et vous avez ici, voilà, tout simplement. On va aller. Tiens, je vais continuer un petit peu dans les gestes. Hop. Donc langue et saisie, dateur. Si vous voulez récupérer toutes les informations, vous pouvez cloner les téléphones. Ici, sauvegarde et restauration, réinitialisation. Et on peut améliorer l'expérience utilisateur en envoyant tout simplement les trucs classiques. Voilà un petit peu pour les paramètres. Ici, donc vous avez le système de carte aussi comme Google. Ils ont fait un peu différemment. Google ayant mis une pastille au centre. Eux, ils ont préféré, surtout pour le multitâche, et je trouve ça mieux, d'avoir un petit bouton multitâche. Parce que c'est comme ça qu'on peut l'avoir rapidement. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée là-dessus. Donc voilà un petit peu. Après vous pouvez aussi la bloquer. Donc si vous voulez faire ça. Donc ça fait que si vous videz le multitâche, lui ne se videra pas. Vous avez un système de fichiers donc pour gérer, donc soit de façon simple, soit de façon complète. Ce qui est bien, c'est que ça a changé, c'est devenu beaucoup plus simple en fait. C'est très léger en termes de design. Je trouve ça assez sympathique. Vous avez aussi les dernières choses que vous avez faites dessus, donc c'est aussi sympathique. L'appareil photo, j'en reparlerai dans la partie photo, mais l'interface n'est vraiment pas adaptée pour ce qui est possible de faire entre le 12 et le 48 mégapixels, j'en reviendrai, mais je préférais de toute façon largement l'ancienne version de la partie photo, parce qu'entre les modes qui est ici, les modes supplémentaires, et il y en a plein ici, et qu'on avait bien au départ, qui étaient faciles à accéder, et les paramètres, c'est pas vraiment terrible. Vous avez l'album photo, donc vous avez soit les photos dans l'ordre chronologique, soit vous avez les albums, soit vous avez des temps forts, alors pour l'instant ça m'en a pas fait. Et vous pouvez découvrir donc classement des photos. Donc selon en fait, il va vous faire dès que ça va être vous, dès qu'il va reconnaître un visage, un téléphone, etc. Il va vous le grouper par album selon les objets trouvés, tout simplement, du paysage, etc. Tout ce genre de choses. Ensuite, vous avez ici les appels, vous avez l'SMS qui est Android Message. Vous avez l'application musique qui n'a toujours pas changé et qui pour moi mériterait quand même un petit peu une petite refonte. Parce que elle est sympa, mais quoique ici c'est un petit peu refondu. Elle est sympa, mais elle mériterait quand même sur l'interface de base d'être repensée. Ensuite ici, nous n'avons plus rien. Nous avons la partie santé ici avec tout ce qui est compteur de pas, le poids, le rythme cardiaque. Alors ça, pour ça, il faut quand même avoir le petit bracelet ou la montre.
sachant que normalement, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais normalement oui, pour avoir une montre en même temps. Vous avez les pas, voilà, c'est assez classique, donc rien de spécial. Vous avez des exercices si vous voulez en lancer, et mon profil. Vous avez le gestionnaire de téléphone qui va vous permettre d'optimiser rapidement le téléphone. Alors, entre guillemets, hein, ça va vider la RAM, les caches, etc. Vous pouvez faire un nettoyage un peu plus en profondeur avec les trucs qui peuvent être vidés. WeChat, je ne sais pas pourquoi il y a des mots parce que je l'utilise pas. Et c'est fourni par ces 360 Security. Je ne dirais rien. Vous avez la sauvegarde, donc si vous voulez sauvegarder vos données, pour si vous devez faire une sauvegarde et que vous voulez tout vider, et que vous voulez sauvegarder vos applications telles que c'était, etc. Le contact, la météo, calculatrice, enregistrement sonore, lampe torche, miroir. Donc pour ceux, voilà. Alors normalement, je ne sais pas si c'était le cas comme les anciens Honor pour celui-là. Non, ça devait être pour un autre téléphone. Mais vous avez un petit cadre sympathique ou un peu plus basique. Bon, voilà. Hop, la boussole, le système pour cloner, un traducteur automatique qui est assez sympathique, ça va être soit de la voix, donc avec le microphone, soit un enregistrement audio. Donc voilà, on a les conversations, ça va s'écrire. Ça peut être assez sympathique pour converser rapidement entre deux personnes. Le clavier ou une photo. Ça avait montré, j'avais déjà testé et c'était plutôt efficace. Wallet, donc la wallet, hop, ça va permettre ici... il n'est pas surporté sur le phone. Donc là, les cartes. Donc on n'a pas encore les cartes. Donc ça doit être présent, je pense, bientôt. Mais une carte cadeau Huawei, acheter des Hashpoint. Ok, bon, bah ça après. Ce n'est pas disponible chez nous, comme on peut le voir, sachant qu'il y a un cloud, etc. Ça arrivera sûrement plus tard. Enfin, ou plus tard, ou peut-être pas du tout. Mais vous avez aussi un système de thème. Alors, est-ce que c'est parce que aussi, je n'ai pas ma SIM, c'est possible que ça bloque justement. Et donc sinon, bah, au niveau des thèmes, c'est bien, il n'y a plus besoin de la SIM par contre, et on peut aller chercher plein d'autres thèmes pour ceux qui seraient intéressés. Ici, vous avez les applications qui... Bon, alors on a boutique Amazon, booking.com, Facebook, Honor, le truc d'astuce, enfin Honor, voilà. Ça va être les trucs en petit plus qu'on s'en fout. L'app Galerie qui va être en gros un petit store Huawei. En gros, c'est ça, hein. Aussi simple que ça. France Région est actuellement sélectionnée, voilà, blablabla. Mais voilà, ça vous propose des applications installées, et en gros, c'est le store de Huawei, sachant qu'en Chine, c'est normal, en France, moins, puisqu'on a le Play Store. Mais au moins, on a deux stores, on a le choix d'être dépendant ou non de Google. Bon, après, Google, ça ne peut pas forcément s'effacer. On a l'agenda, le bloc-notes, les emails, l'horloge, le mode fête, que je n'ai pas resté depuis. De toute façon, j'ai pas d'autres Honor, mais ce qui fait qu'on peut utiliser plusieurs smartphones, normalement, pour avoir plusieurs haut-parleurs pour faire la musique. Je ne sais absolument pas ce que ça donne, je n'ai pas du tout testé. La seule fois que j'avais testé, ça n'avait pas marché. Vous avez même un petit lecteur de vidéo, bon, ça c'est moi qui l'ai mis là aussi, et les paramètres, bon ça c'est logique. Les petites applications de Google qui vont bien, vous avez ensuite, c'est tout en fait. Vous avez le reste, c'est moi qui l'ai installé. Vous avez quand même la petite télécommande sympathique pour ceux qui ont une télé, puisqu'on a un port infrarouge, et donc on peut gérer sa télé pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est vraiment sympa. On a une surcouche qui est plutôt bien, qui est quand même plus fluide qu'avant, elle mérite encore un petit peu, mais c'est clairement beaucoup mieux qu'avant. Parce que clairement, avant, on sentait clairement le problème par rapport à tout ça, par rapport à la fluidité que j'avais notée, et apparemment, sur les dernières mises à jour, certains m'ont remonté ça. C'est plutôt fluide, c'est beaucoup mieux qu'avant, et je le ressens aussi quand même là, parce que c'est vrai que par exemple, le Honor 8X, ou surtout le Honor Play, était vraiment pas fluide, alors qu'il avait un gros processeur. Donc, ce qui fait que c'est quand même beaucoup mieux, ça se voit, et c'est assez cool là-dessus, parce que c'est vrai que c'était un gros défaut de MUI. Donc, à voir par la suite comment ça va vieillir, mais en tout cas, c'est quand même beaucoup mieux. Pour la partie écran, on est donc sur un écran LTPS, qui est Full HD, donc en 2340 x 1080p, en 19/9. Et donc, ce qui fait qu'au niveau des couleurs, c'est plutôt pas mal. Déjà, on a quelques modes sympathiques. On peut donc soit directement ici, mettre ici, que j'aime beaucoup. Hop, ici. Hop. Donc, on peut avoir soit les couleurs vives. Alors, on voit vraiment que c'est vif. On va mettre par défaut. Donc, c'est vif avec des blancs qui sont assez beaux. Et on a des couleurs vraiment qui sont jolies. Ce qui est bien, c'est que c'est saturé, mais ça en fait pas trop non plus. Ce qui fait que ça dégueule pas. Ça reste assez joli, assez flatteur, mais ça ne dégueule pas. Si on les met en mode normal, on a déjà un blanc qui est un peu plus chaud, donc qui pour moi moins blanc que le blanc, et ce qui fait que ça se rapproche un peu plus de la réalité, je pense, mais je trouve que c'est moins blanc. Je préfère des couleurs un peu plus froides, mais avoir l'impression d'avoir un vrai blanc, entre guillemets.
Donc ce qui fait qu'on a le choix, et puis après ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir justement quelle va être entre guillemets la couleur ou la chaleur du blanc. Donc entre le chaud et le froid, vous avez le choix. Donc ça c'est une première chose. Hop. Et donc ensuite, vous avez la possibilité, ici, je me gourre, je suis fatigué. Ici, non, non. Alors, on va vous montrer ça après. Le confort des yeux, voilà, je suis perdu, je suis fatigué, mais vous pouvez choisir si la température est plus ou moins chaude pour le confort des yeux et surtout le repos des yeux, ce que je vous conseille fortement et j'en ai énormément besoin en ce moment. Vous avez une chose aussi particulière, c'est le fait de pouvoir changer de 720 à 1080p. Alors en 720, ça va se sentir quand même un petit peu plus. On va avoir quelque chose qui va être un peu moins fin visuellement. Ça va baver un peu plus. Mais si vous voulez en fait avoir un maximum de performance, notamment dans les jeux, ça peut être le petit plus sympathique. Au-delà de ça, l'écran est plutôt bon. On va montrer un petit peu ici. Hop, le minimum ici, donc vraiment on voit quasiment plus l'écran. Le soir c'est vraiment très bas et c'est agréable. Et au maximum il va être plutôt bon. Après en plein soleil, j'ai pas eu de soucis, mais c'est pas encore trop l'époque. Mais en tout cas au maximum ça a l'air quand même bien lumineux. Donc ça ne devrait pas poser de problème pour justement le quotidien. Hop. Donc ce qui fait que l'écran est plutôt bon, les couleurs sont vraiment belles, j'ai trouvé agréable et plutôt neutre en mode normal. Donc ça c'est plutôt bien. L'autre chose que je vais vous montrer aussi, c'est que alors donc nous avons la caméra dans l'écran qui est donc disponible, mais si vous voulez la cacher, vous avez aussi l'encoche que je n'ai pas montré d'ailleurs tout à l'heure. Donc une encoche qui est ici et qui clairement, en fait ça se voit pas trop. C'est assez bien foutu parce que clairement, si je l'ai montré tout à l'heure d'ailleurs, mais comme c'était hier, bref. Ce qui fait que c'est plutôt bien parce que ça cache vraiment bien en fait. Le contraste est assez bon pour que même en début de soirée, même assez tard le soir, entre guillemets, tant qu'il y a encore un peu de lumière, quand même, ça reste du LTPS, eh bien ça se voit pas qu'en fait, on n'a pas l'impression que c'est l'écran. Donc ça c'est vraiment bien, on a le noir qui est aussi noir que le reste du châssis, et ce qui fait que ça ne se voit pas. Bon après, on a quand même la délimitation quand même avec le film de protection, mais vraiment ça se voit pas, et ce qui fait que l'autre chose, c'est que forcément ça rend la caméra vraiment beaucoup plus invisible. Par contre, comme je l'ai dit avant, côté symétrie, pour le coup, ça fait pas très symétrique, mais bon, ça après il faut aussi attendre. Mais néanmoins on peut la cacher, et ça ne gêne pas, les contrastes sont assez bons. Le noir de l'écran est du même noir que du bord du châssis, ou presque, ce qui fait que ça ne se voit pas. On le voit, mais très peu. Je ne sais pas si ça se verra dans la caméra, mais on voit quasiment pas la différence entre l'écran et le châssis. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors forcément, sur les côtés avec les lumières, ça se voit, mais sinon, au quotidien, ça se verra assez peu. Au niveau des haut-parleurs, on a droit juste à un seul haut-parleur, justement, comme le OnePlus 6. Donc ça, c'est le truc un petit peu dommage par rapport à d'autres. Mais le double haut-parleur est quand même bien sympa, surtout chez soi. Le Meizu 16, je l'utilise souvent pour ça, et c'est très agréable. On a un son qui est vraiment plus puissant et plus agréable. Ici, on a un son qui est tout juste correct, qui manque un peu de basse, qui est, on va dire, plutôt équilibré, mais qui manque vraiment d'avoir un côté vivant et puissant. Donc, ce fait qu'on s'en passera assez rapidement. C'est vraiment clairement pas le sujet principal de cette partie sonore qui, pour moi, prend tout son sens, surtout avec le jack qui est toujours présent chez Honor, là où chez Huawei, ils préfèrent le faire sauter et avoir juste un adaptateur. Néanmoins, Kirin, donc surtout, Huawei, a bien bossé sur, ici, sa puce sonore, qui est le i3660 i6403 CR. Alors, je suppose que le i3660, je vais y arriver, c'est le DAC, et le i6403 CR doit être l'amplificateur. C'est ce que je suppose, mais j'en ai absolument aucune idée. Donc, ce qui fait qu'ils développent eux-mêmes leur puce sonore. Il y en a pas, il y a Mediatek et aussi donc Qualcomm qui le fait. Pendant ce temps, du côté de Samsung, ils vont prendre un prestat chez Maxim ou chez Cirrus Logic. Jusqu'à maintenant, et jusqu'au Kirin 970, la qualité du son chez les Huawei était très en retard, pour être très gentil. Mais vraiment en retard, c'est-à-dire qu'il y avait bien deux générations de différence, c'était clairement pas ça, c'était clairement pas du tout à la hauteur de ce qui était attendu, surtout sur une puce haut de gamme.
Même Mediatek avec du milieu de gamme faisait mieux, c'est pour dire. Mais cette année, ils ont décidé de se réveiller avec déjà le Kirin 710, pardon. Le Kirin 710, en termes de puce-son sur le 8X, m'a beaucoup étonné et j'étais très très impressionné de la qualité pour du milieu de gamme qui était au-dessus du Honor 10 et venant de Huawei. Donc déjà, ça se défendait très très bien, c'était à la hauteur de la bonne concurrence type Snapdragon 710. Pour moi, et même les 820, 835, c'est à peu près équivalent, donc c'était déjà très fort. Ici, sur cette puce sonore, là, clairement, on est encore au-dessus, et très honnêtement, et ça fait très bizarre de le dire, mais c'est plutôt proche du Meizu 16e. Donc là, c'est carrément au-dessus de ce que propose, en tout cas, si on prend parmi les pires, entre guillemets, Pocophone, même le Mi 8, où il fallait vraiment un mode spécifique pour en tirer quelque chose de correct, c'est clairement au-dessus du Snapdragon 845 par défaut. C'est même au-dessus du Snapdragon 845 avec le TFA 98XX du Zenfone 5Z. Et oui, j'ai un très beau câble, je vous en parlerai bientôt, pour le test des Yinyu V2, des Yinyu NY06. Ce qui fait que vous avez une chose assez sympathique dans la partie sonore, c'est ici, donc effet Honor Huawei Hisense. Vous avez automatique, audio 3D, qui, je vous le conseille, ne pas l'utiliser. Ça sert à rien. Par contre, ce qui est vachement bien et qui est le plus proche de la réalité, c'est, pour bien vous le montrer, le mode naturel. Et le mode naturel, qui donne la priorité à la reproduction authentique du son, eh bien c'est tout à fait vrai. En effet, la puce va vraiment faire attention et les réglages dans ce mode-là va se rapprocher de ce que propose le Meizu 16e. Et quand je dis se rapprocher, c'est qu'il est vraiment proche au point de le talonner. Le Meizu 16e reste meilleur, notamment en termes de rapidité, sur la réactivité de la puce, mais clairement, c'est juste excellent. Donc je suis très très bluffé de ce point de vue-là, et ce qui fait qu'en termes de son, bah, clairement, si vous utilisez ceux que j'utilise moi, donc des KZZS7, des KZZSN, des Bicase KC2, etc., vous aurez une qualité sonore proche d'un baladeur audiophile, enfin d'un smartphone audiophile, ce qui est très très fort, surtout qu'à la base, ce n'est absolument pas du tout le point fort des Huawei Honor. C'est même le gros point faible en général. Moi qui aime bien tester les jacks, puisque c'est pas quelque chose que les gens testent beaucoup, à part moi. Donc ce qui fait que c'est clairement une excellente surprise. Et pour ceux voilà, qui ont besoin de quelque chose de bien en termes de son, ce sera vraiment très très bon. Et ce sera assez, pour le coup, vraiment très très bien géré. Et je suis vraiment bluffé de la qualité qu'a sorti cette année Huawei sur les puces son. Ce qui veut dire aussi qu'à mon avis, le jack, et en tout cas les DAC internes, ne sont pas prêts à disparaître du côté de Huawei. Surtout de chez Honor, je pense qu'ils le garderont toujours. Et même du côté de Huawei, je pense que c'est juste les gammes un peu élevées où ils vont enlever le DAC, ils vont enlever le jack, mais ce sera toujours un adaptateur simple parce que le DAC qu'ils développent eux ont l'air d'être vraiment important pour eux. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent les jacks, mais genre moi. Et le fait qu'ils le travaillent autant, en tout cas, me conforte dans cette idée. Ce qui fait que pour le jack, vous n'aurez pas de souci pour alimenter très largement vos casques, etc. Et surtout pour avoir une excellente qualité sonore, que ce soit la réalité, que ce soit la profondeur, que ce soit le... Enfin, clairement, j'étais proche d'un Meizu 16e. Et ce qui fait que c'est l'un des points qui me fait un peu bugger et qui fait que même si j'adore le Meizu 16e, celui-ci, je suis prêt presque à passer en smartphone principal parce que justement, son jack est vraiment bon. Même s'il est un peu moins, il se défend vachement bien. Ça me bluffe beaucoup. On va parler d'un point que j'ai beaucoup teasé maintenant dans le test court et que justement je ne pouvais absolument pas résumer. Le capteur photo. Alors on va pas parler de la caméra 3D qu'on ne peut pas utiliser de notre côté, qui n'a pas, enfin si on peut l'utiliser mais qui n'a pas vraiment d'intérêt. On en parlera rapidement, mais c'est clairement pas l'intérêt que j'en ai eu, même si c'est par exemple, on va faire très rapidement maintenant. Ça va être pour actuellement chez nous pouvoir voir en fait soit détecter des objets spécifiques, des chaussures, etc. Soit pour des aliments, savoir quel va être le nombre de calories, quel est le type d'aliment, etc. Ça reste assez limité chez nous, ça va être plus pour du TikTok ou en tout cas pour les Chinois ou pour quelques pays un peu, on va dire un peu chinois, on va dire ça comme ça. Pour nous, ce sera vraiment pas ou peu développé, je ne pense pas, dans cette optique-là. Ce qui est très intéressant notamment, c'est ce capteur photo de 48 mégapixels qui est l'IMX 386.
Alors, je le sais, je pense que beaucoup s'attendent à la vraie question, est-ce que c'est un vrai 48 mégapixels? Oui, c'en est un. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Sony a eu une idée. Alors, ça a été un peu repris, entre guillemets, on va dire, sur la base de ce qu'avait proposé Asus avec le Zenfone 2, avec la fusion de pixels. Où ils avaient proposé qu'un capteur de 16 mégapixels fusionne 4 pixels pour en faire qu'un seul et avoir une photo en 4 mégapixels. C'était quelque chose comme ça, en tout cas, en 4 mégapixels, pour justement avoir une photo qui récupère énormément d'informations parce qu'on a des très gros pixels et que plus on a des gros pixels, c'est un peu comme une ouverture, plus l'ouverture est grande, plus on va capter de lumière. Plus les pixels sont gros, plus ils vont pouvoir capter d'informations et de lumière. C'était un peu le but aussi des ultrapixels qu'avait proposé HTC à une époque. Ici, ils ont fait la même chose, mais au lieu de grossir les pixels, ils l'ont fait différemment. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir switcher entre du 48 mégapixels et du 12. On a un capteur d'un demi-pouce, ce qui fait qu'on peut le voir, il est assez gros. Et quand on compare à des capteurs ici classiques, on peut voir qu'il est quand même beaucoup plus gros que ce que propose un Meizu 16e. Les capteurs en général font un 2,5e. Ici, on est sur un demi-pouce. Donc c'est un peu plus gros. C'est l'un des plus gros capteurs actuellement disponibles. C'est un peu plus gros que la plupart des capteurs. Mais les pixels dedans, c'est du 0,8 micromètre. Quand on les fusionne, ça fait du 1,6. Sachant que les derniers gros capteurs de chez Samsung ou de chez Sony, c'est du 1,6 micromètre par défaut en 12 mégapixels. Le MX363, c'est ça. Et le dernier capteur de Samsung, c'est ça. C'est 1,55, 1,50, c'est à peu près ça. Ici, donc c'est soit 0,8, soit 1,6. Et c'est ça toute la force du truc. C'est que forcément, du 0,8 en nuit, ça va pas être terrible. Je vous conseille l'album. Ça va être très intéressant justement pour montrer ça, ce qui fait qu'il va y avoir énormément de bruit. Et si on a besoin, donc en pleine nuit, on va utiliser le 12 mégapixels qui vont fusionner 4 pixels en 1 logiciellement pour avoir des gros pixels équivalents à ce qu'on a sur les pixels, etc. en 12 mégapixels classiques, qui va capturer une photo qui va être meilleure de nuit. Par contre, de jour, on a beaucoup moins besoin d'avoir d'avoir ces gros pixels, des plus petits pixels. Ça va être beaucoup mieux parce qu'on va pouvoir récupérer des plus petites informations. Et comme on va avoir besoin de moins d'ISO, et bien justement, dans l'idée, on va récupérer plus d'informations. Donc, ce qui fait que c'est très différent de ce qu'on a connu avant, avec ce côté, on a un 12 mégapixels, et puis on peut faire des photos de 96 mégapixels. C'était de la merde, c'était totalement logiciel, ça n'avait aucun intérêt. Là, ici, c'est un réel intérêt. J'étais très sceptique au départ, parce que je ne voyais pas forcément la différence. Je pense d'ailleurs qu'il y a encore matière à une bonne évolution en termes de mise à jour et de qualité globale. Je vais vous passer maintenant les photos pour vous montrer tout ça. J'ai testé dans plein de possibilités. C'est un capteur, ça fait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé entre devoir trouver les faiblesses du capteur, savoir où est-ce qu'il va être bon, savoir où est-ce qu'il va être mauvais. Donc sachant qu'en plus de ça, le mode HDR chez Huawei, c'est en option. Ce n'est pas intégré, ce n'est pas automatique. Et c'est assez bizarre d'ailleurs, parce que c'est en plus de ça très efficace sur ce capteur. Ce que je vous conseille, pendant que vous voyez les photos, c'est d'utiliser surtout deux modes. Le mode 48 mégapixels et le mode 12 mégapixels. Ça va être les deux modes principaux, au-delà des modes gourmet, etc., qui peuvent donner un côté bien sympathique, bien flashy. Ce côté, en fait, ces deux choix vont permettre de switcher selon les conditions de vue. Il fait soir, il commence à faire tard, la lumière commence à être vraiment faible. Passer en 12 mégapixels, le 48 va être trop limité. Il fait plutôt beau, passer en 48 mégapixels. En gros, c'est à peu près ça. Dans l'idée, c'est ça. Après, il faut savoir gérer le capteur, vraiment qu'on sent qu'il y a le début de soirée, qu'on sent que ça commence à se coucher, que les lumières s'allument. C'est là où il faut se dire, alors là, à mon avis, c'est plus du 12 mégapixels. Le gros problème, après, j'en parlerai par rapport à ce problème-là, c'est qu'il y a quand même un problème par rapport à la philosophie de Huawei Honor et l'IA et ce système-là. Sachant qu'en plus de ça, Asus, lui, le faisait automatiquement. C'est que ce mode-là, le 12 ou 48, il faut aller le chercher dans les options. Donc il faut ouvrir les paramètres, ouvrir la résolution et choisir entre le 12 et 48. Ce n'est ni pratique, ni ergonomique, ni bien pensé. Ils ont fait avec l'interface par défaut et ils ont bricolé dessus. Pour faire rapidement le mode cliché nocturne, il va surtout aplatir tous les défauts de la photo et il va les lisser. Mais clairement, on va pas avoir une photo plus fine ou plus sympathique comme ce que peut proposer Google où c'est assez hallucinant. Le mode 12 mégapixels se suffit à lui-même, il va récupérer pas mal de détails et va être assez fin. Même le mode 48 mégapixels, amusez-vous plus en mode pro
et essayez de jouer surtout avec le temps de pause et vous allez vous éclater. J'ai pu faire des photos qui sont très sympas, donc n'hésitez pas à regarder aussi dans la partie info et de regarder sur le PC pour voir les temps de pause, etc. Et il y a aussi une autre chose à dire qui est aussi intéressante. C'est qu'en plus de ça, avec ce mode 48 mégapixels, il y a autre chose que peut faire Sony et de façon beaucoup plus précise, c'est justement le lissage et l'amélioration de la qualité de la photo. Certaines photos qui sont prises dans des conditions assez moyennes sont faites en 48 mégapixels avec justement beaucoup de détails. Les détails en question, c'est par exemple mon chat que j'ai pris, si vous l'avez normalement dans l'album, qui est sur une chaise. C'est très très moche chez moi, mais on s'en fout. Mais ce qui est assez marrant, quand vous regardez les ISO, on tape du 5000 d'ISO. La plupart des smartphones, logiciellement, sont bloqués à 3200. Ce qui fait que c'est vachement intéressant là-dessus, puisqu'en fait, en gros, Sony, avec plusieurs algorithmes, peut beaucoup plus facilement monter dans les ISO et va pouvoir facilement supprimer tout le bruit qu'il y a derrière. Et ce qui fait que ça peut faire des photos extrêmement détaillées tout en restant très très limité en termes de bruit. Quand vous faites une photo en 3200 ISO sur un smartphone classique, Samsung, etc., ça va être juste immonde, ça va être extrêmement bruité, il y aura très peu de détails, ce sera dégueulasse. Par contre, sur le Honor, ce sera vraiment très très propre, surtout en 48 mégapixels. Donc déjà, ça va être vraiment les choses. Le mode ultra clair, pour l'instant, je n'en ai pas eu l'utilité. Je pense qu'il pourra fournir les premiers vrais tests, les premiers vrais résultats concluants quand on sera dans d'excellentes conditions, c'est-à-dire fin de printemps, début été. Pour l'instant, le mode ultra clair, il a toujours été, ou la plupart du temps, soit équivalent, soit moins bien que le 48 mégapixels classique. Le mode IA a aussi parfois tendance un petit peu à casser un peu les détails. Il y a certaines photos, notamment celles, vous allez voir, celle que je prends toujours avec ma petite gare et l'antenne au fond où j'aime bien zoomer dessus. C'est là où j'ai fait d'accord. Donc là, je comprends mieux l'intérêt du 48 mégapixels. On le voit clairement, entre la photo du 12 mégapixels et la photo du 48 mégapixels, on se retrouve avec une différence de qualité juste énorme. Et même par rapport à l'excellent Google Pixel 3, il est largué complètement parce qu'il est limité par ses 12 mégapixels. Même le Galaxy Note 9, il arrive à peu près la même chose en termes de qualité en plein été, enfin surtout dans d'excellentes conditions, sur le capteur x2. Ce qui est quand même assez fou, puisque là, pour le coup, on n'a pas de capteur x2, on a juste à zoomer dans la photo, on a exactement la même qualité, et même mieux que ça. On récupère énormément de détails en plein jour, et c'est ça qui est très très fort. C'est vraiment tout l'intérêt. Au-delà de ce qu'a montré Honor, où on peut mieux zoomer dans la photo, ça c'est vrai, on peut mieux recadrer, c'est vraiment qu'on va récupérer énormément de photos, et j'ai même essayé une petite photo avec le DxO One, qui est un capteur 1 pouce, soit 2 fois plus gros, vraiment 2 fois plus gros que le capteur du Honor, et qui, en plus de ça, alors il a aussi toutes les compétences de DxO, qui est de 20 mégapixels. Eh bien, le résultat est à peu près équivalent. Je dis bien à peu près, j'ai pas fait énormément de tests par rapport à ça, mais il est à peu près équivalent sur certaines choses. Les différences que j'ai remarquées sur les 2-3 photos que j'ai comparées, c'est surtout, et d'ailleurs c'est retrouvable sur Twitter, si vous regardez la photo, notamment pour comparer, c'est la photo avec les 3 écouteurs qui sont alignés. Ce qui est vachement intéressant en fait, c'est que, alors autant la profondeur de champ elle est beaucoup plus large sur le Honor, là où celle du DxO elle est vraiment très très petite à courte distance, elle est vraiment très très petite. Par contre on va récupérer beaucoup de détails et on a un côté beaucoup plus naturel. C'est aussi l'autre point. C'est aussi l'autre point qui est vachement intéressant sur ce smartphone, c'est le traitement logiciel. En 12 mégapixels, il y a un lourd traitement logiciel en fait qui est derrière. C'est-à-dire que déjà, on sent que forcément les 12 mégapixels, les pixels sont plus gros et il y a un côté un peu plus grossier de la photo. En effet, même si par exemple sur un bâtiment, et il y a des photos du bâtiment en question, vous avez un quadrillage de grand carrelage, en tout cas de grandes plaques blanches avec des fins très noirs. Sur un Meizu ou en 12 mégapixels sur le Honor, on va bien voir ce trait noir, mais il va être assez grossi en fait, il va être un petit peu grossi, parce que en fait au niveau de la gestion des pixels, etc., ça donne un côté plus grossier, et le post-traitement a affiné tout ça, mais ça fait un gros trait. Ce qui fait qu'au final, quand on compare au 48 mégapixels, on a aussi un résultat qui est beaucoup moins naturel. On sent le côté beaucoup plus retouché, avec un côté netteté mis un peu plus en avant pour forcer à avoir plus de détails sur la photo. On sent vraiment ce côté logiciel très très lourd en fait apporté aux 12 mégapixels. Dans le cas du 48 mégapixels, au-delà de la finesse qui est présente, on a aussi un traitement qui est beaucoup plus doux
et qui est beaucoup plus naturel. Il me fait beaucoup plus penser au DxO, où on sent que le traitement reste beaucoup plus léger. Sachant qu'en plus de ça, on peut faire des photos en RAW, donc ça c'est le must du must. Mais c'est vraiment beaucoup plus doux et beaucoup plus naturel. On va avoir une finesse des traits qui va être justement beaucoup plus fin. Alors justement, ça va être un peu plus limité parce que on sent que le trait est parfois, alors justement sur ce même bâtiment, on a quelque chose d'un peu moins visible en fait. On sent que parfois, il va être quand même perdu entre les deux plaques blanches et le trait va être un peu moins visible, voire parfois un petit peu effacé. Néanmoins, on a quand même quelque chose de beaucoup plus naturel, avec un contraste qui manque peut-être même un petit peu justement de contraste, très légèrement je pense, mais c'est aussi l'autre côté agréable, c'est le côté vraiment l'effet naturel de la photo, l'effet beaucoup moins retouché. Et ça, c'est assez agréable pour un smartphone de pouvoir proposer ce type de photo-là, un type de photo beaucoup plus effet réflexe, puisque justement on a beaucoup moins de traitement derrière sur la photo que ce que proposent les smartphones, où c'est vraiment devenu des machines à algorithmes, et c'est ça qui est très fort. Néanmoins, alors dans l'ensemble, donc c'est plutôt pas mal. Néanmoins, de nuit, il va quand même être moins bon que la plupart des smartphones de nuit. Il se défend plutôt bien, mais parfois le cliché nocturne a quand même un avantage parfois un peu intéressant, mais le 12 mégapixels, même s'il se défend bien, va être souvent moins bien que ce que propose le Meizu 16e. Les quelques fois où j'ai fait des clichés nocturnes intéressants, ça se mettait tout juste à niveau du Meizu 16e qui lui faisait ça en instantané. Alors que le capteur, le Meizu n'étant pas le maître en photo en soi, mais ça montre un peu la différence. Donc est-ce qu'il y a encore des possibilités d'amélioration de cet appareil photo? Je pense très clairement que oui. Je pense que même on en est juste au début et que des mises à jour vont clairement améliorer la partie photo. Mais c'est pas encore parfait, mais clairement ça c'est sympathique. Reste qu'il faut absolument que cette interface change et soit avoir un côté manuel avec un petit système de pastilles comme il y a en haut pour le mode IA, où on a ce système avec une petite animation. Je propose ça, c'est d'avoir soit les 4 petits pixels, soit le gros pixel. Comme ça permet de switcher facilement entre le 12 et le 48 mégapixels. Mais là où ce qui me gêne en fait, c'est surtout qu'on a un Kirin 980 avec un dual NPU. Donc un énorme processeur neural, donc tout ce qui est IA. Donc on a un mode IA qui est présent, mais le mode 12 ou 48 mégapixels ne se fait jamais en automatique, il se fait toujours en manuel. Ce qui fait que, bizarre. Au mieux c'est bizarre, au pire c'est... alors attendez, vous êtes des pros de l'IA, mais vous n'avez rien fait sur l'interface pour choisir quelle est la résolution selon les conditions. Pourquoi les mecs? Vous êtes les pros de l'IA, c'est le côté marketing. C'est là où par contre c'est un petit peu dommage. Alors en espérant qu'avec les prochaines mises à jour, ils règlent ça, parce que l'interface en tout cas me semble absolument pas adaptée. Donc j'espère qu'il y aura une interface adaptée à cette utilisation, ou en tout cas un mode IA qui va permettre de choisir automatiquement selon les besoins. Pour rappel, Asus, sur le Zenfone Zoom S, avec un Snapdragon 625, qui n'avait pas de processeur neural, qui avait un processeur photo vraiment très basique, eh bien, il le faisait automatiquement. Et je pense même que les autres appareils après mise à jour, ça gérait automatiquement selon les conditions. S'il fallait passer en mode, il mettait le signe d'un hibou qui était juste très clair en fait, pour fusionner les pixels et avoir une photo qui soit beaucoup plus claire la nuit, et beaucoup mieux la nuit. Et ça se faisait automatiquement. S'il le détectait, il n'y avait même plus besoin de changer de mode. Ou en tout cas, il y avait un mode qui était facilement accessible. Et c'est ça qui était cool. Là, ça manque. L'interface est trop brouillonne sur la photo. Elle est trop brouillonne déjà depuis longtemps. Mais avec cet appareil-là qui a énorme possibilité, ça l'est encore plus. Pour terminer ce très très gros paragraphe sur la photo, la partie pro est intéressante. On peut choisir entre le 48 et le 12 mégapixels et on peut s'amuser à tester entre les deux, selon les besoins. Il est vraiment très agréable à utiliser, il est encore utile, c'est ça qui est assez cool, parce que même s'il n'a pas de stabilisation, si on fait une pause un peu longue, l'appareil étant assez stable, et je ne sais pas si le mode IA le gère un petit peu, mais on peut faire des photos extrêmement nettes et très très sympathiques. Autre chose à souligner, le 12 mégapixels, le mode HDR, qui reste malheureusement qu'en 12 mégapixels, est très efficace. Donc sur certaines scènes, le HDR peut être le meilleur choix, mais pareil, c'est une option qu'il faut aller chercher, c'est un peu dommage. Après, vous avez des trucs, objectifs AR, etc. C'est pas forcément le truc le plus dingue. Bon, mais je ne me suis pas forcément le plus intéressé. C'était plus le capteur en lui-même. Vous avez d'autres trucs pour vous montrer, mais c'est des choses un peu plus basiques avec des stickers, etc. On va finir avec la vidéo que j'ai testée un petit peu. Et ce qui fait qu'alors deux choses.
on n'est plus limité pour de la 1080p pour de la stabilisation numérique. En effet, Huawei, Honor est enfin passé à de la 4K stabilisée numériquement. Il était temps. Ils avaient beaucoup de retard. Mais le 1080p 60 et le 1080p 19 neuvième 60, ou non, 1080p 19 neuvième 30 fps ne sont pas stabilisés. Ça, c'est une première chose à savoir. Deuxième chose, on a toujours le même problème que le Huawei, ce qui a été montré par le Huawei P20, en tout cas je me rappelle très très bien, et ce qui a été montré par d'autres, c'est que la stabilisation, alors, visuellement, c'est extrêmement stable. C'est vraiment, on sent vraiment, l'image ne bouge pas. Le gros problème, c'est dans l'image en elle-même. Quand on fait un pas, on aura tendance à trembler. Forcément, entre un pas, ça fait boum, 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 boum. Vous me comprenez. Le problème de chez Huawei et de chez Huawei Honor, c'est qu'ils ne savent pas gérer cette partie-là. Donc même si l'image est très stable, bah ça tremble en fait. Et ça, c'est pas encore assez ouf là-dessus. Ça nécessite des améliorations parce que ça se voit, ça tremble. Ce qui fait que c'est pas encore parfait, donc en espérant que ça s'améliore assez rapidement avec des mises à jour. Mais déjà, au moins, c'est stabilisé en 4K. C'est une très très bonne stabilisation qui est d'ailleurs plutôt naturelle. Il y a un côté parfois un peu mécanique qui ressort, mais c'est plutôt bien stabilisé. Donc à voir par la suite. En tout cas, si vous êtes assez stable ou si vous ne bougez pas, vous aurez une stabilisation qui est absolument géniale. Voilà pour ce gros paragraphe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous conseille énormément la pomme. Il y a plein de photos de plein de choses différentes entre du Pro, le 12 HDR, le 48, le 48 automatique, le 48 en Pro. Enfin, je me suis éclaté. J'ai fait plein de photos de plein de choses différentes. On peut voir de très très grosses différences. En nuit très noire avec juste un bâtiment éclairé, il va y avoir énormément de bruit par exemple. Mais si on fait un peu de mode pro, on peut récupérer une image plutôt pas mal du tout. Le 12 mégapixels sera beaucoup plus utile dans ces cas-là. Donc c'est ce genre de choses. En tout cas, je me suis beaucoup amusé sur cet appareil, sur cette partie-là. Au niveau de l'autonomie, on a une batterie de 4000 mAh. Une batterie qui est pour le coup pas mal du tout. On a même droit pour la recharge rapide à du supercharge, ce qui fait que ça va recharger très rapidement, mais avec un effet un peu comme ceci. Donc ce qui fait que vers la fin, ça va recharger lentement. On est loin de ce que propose Oppo avec sa SuperVOOC, mais il fait partie des très bons, surtout les 4000 mAh. En général, ça recharge en moins d'une heure et demie. Donc pas de souci là-dessus, vous allez recharger votre smartphone rapidement. Pour l'autonomie en elle-même, je pense qu'il y a encore une marge de progression. De plus, la jauge de décharge de batterie n'est pas très très fiable. Ce qui fait qu'en gros, ça fait un peu la même chose que ça. La batterie va se charger comme ça, et elle va se décharger aussi comme ça. C'est assez bizarre, mais c'est vraiment l'impression que ça donne, puisque après les 50%, ça va se vider vraiment plus vite. Mais globalement, on va pas vraiment avoir à s'en faire. Pour les très gros consommateurs comme moi, on fait une journée sans se poser de questions. Et quand on se pose pas la question, c'est que l'autonomie est excellente. J'ai pas eu besoin de recharger en pleine journée, ce qui est fait assez bizarre d'ailleurs. Il y a quelques smartphones qui font ça, mais pas énormément. Donc, ce qui fait qu'on est aux alentours de ceux qui ont une très grosse batterie, tout simplement, puisqu'on va être entre 7 heures avec 4G, jeux, etc., jusqu'à 10 heures, et je pense même 12 heures, si ça peut être bien optimisé. Le Kirin 980 a vraiment été développé dans le sens à vouloir justement gérer l'économie d'énergie au mieux, et avoir quelque chose qui va être le mieux possible, puisque c'est une triple architecture, avec différents types d'architecture pour améliorer justement la gestion de la consommation et avoir ce côté très souple sur la consommation. Il va y avoir aussi une meilleure étude de l'utilisation du processeur et avec l'intelligence artificielle et le deep learning, savoir qu'est-ce que vous allez être en train de consommer réellement. Et donc si vous êtes en train de consommer pas grand-chose, il va mieux s'adapter et ne pas produire trop, pas donner trop de jus en fait, tout simplement. Ce qui pouvait être le cas avant. Donc ça, c'est une bonne avancée et ce qui fait que je pense que pour l'instant, on n'est pas encore dans la période où ça va être la plus optimisée. Je pense qu'il faudra attendre les prochaines mises à jour et sur les prochaines mises à jour, on retrouvera à ce moment-là donc une autonomie qui sera encore meilleure. Mais je pense très clairement qu'on peut, et ça fait assez bizarre à dire, mais je pense qu'on peut aller jusqu'aux 9-12 heures si c'est bien optimisé par Honor au niveau des mises à jour en termes de consommation, les 9-12 heures écran allumé avec ce processeur-là. En mode normal. Mais je pense que c'est très très faisable. Pour haut de gamme, c'est plutôt pas mal. On peut atteindre déjà pour beaucoup 8-10 heures. Ici, c'est 7 à 10 heures. Mais je pense clairement qu'on peut gagner beaucoup plus. Parce qu'en Wi-Fi, quand on commence, même si la jauge n'est pas fiable, si ça arrive à faire comme ce que j'ai pu faire à un moment donné jusqu'à 50%, où j'étais à 4 heures écran allumé pour 70%, il y a moyen de faire quelque chose de très sympa.
Donc clairement, vraiment pas mal en termes d'autonomie, c'est assez bluffant et les 7 nanomètres et la triple architecture et toute l'étude faite par rapport à l'économie d'énergie semblent porter ses fruits sur ce processeur. Pareil, Huawei n'a jamais été le mieux placé côté processeur pour la gestion justement de l'autonomie avec ses grosses batteries, mais toujours des autonomies qui étaient équivalentes à celles d'une batterie de 3500 ou 3300. Ça faisait assez bizarre, ce qui fait que c'était jamais assez fou. La veille est toujours aussi excellente d'ailleurs chez les Huawei Honor, elle est toujours très très bien gérée et c'est l'un des rares smartphones à vraiment perdre extrêmement peu en veille et vraiment très très peu. Donc ça c'est aussi la bonne chose à noter. Pour parler un petit peu des benchmarks, le Kirin 980, et pour être sûr d'avoir les bonnes informations, a donc une triple architecture de 8 cœurs, donc ce qui fait qu'on a 2 cœurs en A76 à 2,6 GHz, puis 2 cœurs toujours en A76, mais à 1,9 GHz. Le but étant d'avoir une meilleure gestion les performances et surtout de l'électricité à balancer, de l'énergie à balancer par rapport au 1,9. Quand on doit aller sur des plus hautes fréquences, il faut balancer par défaut quand même plus d'énergie quand on regarde les fréquences ayant un petit peu touché à tout ce qui est kernel, tout ça. Et vous avez aussi 4 cœurs à A55 et 1,8 GHz pour la partie économie d'énergie. Et vraiment, le fait d'avoir ces deux couples de cœurs puissants, plus ou moins puissants, va vraiment faire jouer la différence, ce qui fait que les Cortex A76 à 2,6 GHz vont vraiment être déclenchés sur des moments où il y a réellement énormément besoin de puissance. Donc, ce qui fait que globalement, et c'est quasiment sûr, l'appareil va tourner en 6 cœurs grand maximum, et sur des cas très spécifiques en 8 cœurs, ou en tout cas beaucoup plus tard où il tournera en 8 cœurs. Donc, ce qui fait que c'est assez intéressant. Nous pouvons maintenant aller sur Geekbench et aller regarder, donc ce qui fait qu'on peut voir les différences. Ah, j'ai laissé les gestes, j'aime bien ce genre de choses. Donc là, il faut bien que j'appuie ici. Et donc, on fait un score qui est pas mal du tout, puisqu'on fait 3300 points. Donc ça va être les scores des cœurs entre 2,6 GHz et globalement 9921 points. On est évidemment, si on compare un iPhone, un peu moins, mais on est juste en dessous des 10 000, ce qui est plutôt pas mal du tout. Donc là, forcément, c'est pas à jour. Et si on compare au dernier Exynos, eh bien, on est, le dernier Exynos, lui, est à 9003, je crois. Donc là, on est un petit peu au-dessus. Je pense pas que ce sera le smartphone le plus puissant si on regarde le CPU. Si on regarde les tests benchmark, ce sera pas le plus performant. Ce sera quelque chose qui sera plutôt bon, mais on va pas être sur le meilleur et c'est pas le but. Clairement, le but affiché de Huawei avec cette partie-là, c'est clairement c'est clairement d'avoir ce côté économie d'énergie, d'avoir une meilleure gestion de l'énergie par rapport à la puissance. Les smartphones sont, à l'heure d'aujourd'hui, très puissants. Il n'y a pas forcément besoin de booster plus. Pour la partie CPU Throttle Test, eh bien, on peut voir que c'est plutôt stable. On voit qu'il garde 92% de ses performances, mais par contre, quand on peut le voir, si on regarde la courbe, c'est assez irrégulier. On peut voir que ça remonte, ça redescend, mais c'est souvent avec un côté un peu haché. Ça a toujours été comme ça d'ailleurs avec les Kirin et je ne sais pas exactement pourquoi. On peut même voir d'ailleurs ici au repos que les cœurs se comportent assez bizarrement. Alors ça a toujours été le cas chez Kirin, mais en tout cas il est plutôt stable. Après on est en 7 nanomètres, donc ce qui fait que forcément c'est plutôt stable. Mais il y a vraiment un côté très très particulier dans l'utilisation du processeur. Au niveau des scores GFX Bench, donc là on est sur un Mali G76 et ce qui fait que là il a un très bon score. Donc on peut voir qu'au niveau des scores en fait surtout sur la partie ici sur la courbe, donc ça descend beaucoup pour le coup puisque ça commence à 3189, c'est-à-dire l'équivalent du Snapdragon 845, mais il descend très vite, on peut le voir au bout de environ 5 minutes, il va descendre à 2300. Il faut savoir d'ailleurs qu'en mode performance, il sera à peu près dans ces eaux-là. Il va rester dans les scores à peu près 2300, donc il ne sera jamais au max. Mais déjà, il sera plus performant en mode performance, justement. Et par contre, en mode normal, il va encore descendre pour tomber et rester d'un peu plus de, on va dire, 8 minutes jusqu'à la fin à 1500 frames. Donc il est clairement limité dès que le téléphone va chauffer un petit peu. 1500 frames, c'est tout à fait correct, sans être fou. Ça correspond à un Snapdragon 820 en gros, bien optimisé. Ça correspond à 835 un peu moins. Après ça reste sur les benches. Le GPU, alors c'est GPU Turbo permet en fait justement sur certains jeux d'optimiser les choses et notamment d'avoir les 60 FPS sur Fortnite qu'on va voir juste après. Mais ce qui fait qu'en termes de performance, en tout cas, c'est vachement limité dès le départ. Les 2300 en mode performance, c'est déjà mieux.
mais on sent qu'il y a toujours un côté vraiment limité sur les performances. Par contre, de base, on est quand même aussi performant qu'à 845. On se retrouve sur Fortnite et un Fortnite qui est en 60 FPS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est en 60 FPS en élevé, non pas en épique, et 30 FPS en élevé. Donc ce qui fait que forcément, ça va être un peu moins joli, mais ce sera beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt cool. Le fait que ce soit fluide, ça se voit d'ailleurs vraiment, on le ressent vraiment. Donc après, c'est un choix, c'est soit vous êtes en 30 FPS, mais forcément, sera moins fluide, mais vous aurez de meilleurs graphismes si vous avez un appareil haut de gamme ou bien sûr sous Honor View 20, soit sinon vous avez le 60 FPS, mais il sera un peu plus limité. Je vous avoue, quand j'ai vu 60 FPS, je me suis dit, est-ce qu'ils ont vraiment réussi? Et bon, non, c'est quand même 60 FPS, mais c'est pas dans la meilleure des... Hop, ici. Ah, j'ai un pote qui est apparemment là. C'est pas dans la meilleure des conditions. Donc voilà, c'est bon, c'est la petite chose. Après, bon, on pouvait s'y attendre, mais en tout cas, hop, on va voir si on trouve du monde. Je ne vois rien avec les lanières de l'appareil photo. Ah, ça commence à se battre un petit peu. Si on peut avoir un petit combat quand même avant d'y aller. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas quel esprit. Je joue tellement peu à Fortnite que j'ai l'impression que c'est des tirs, mais en fait, apparemment, c'est pas trop des tirs. Qu'est-ce que c'est que ces trucs bleus? Je comprends rien. Bon, ouais. On a bien les vibrations aussi. Bon. Voilà, quoi. J'aimerais bien au moins trouver un ennemi. Bon, en soi, après le jeu, bon, bah, c'est du Fortnite, il n'y a rien de spécial à dire dessus. C'est quoi ces trucs-là? Mais c'est quoi ça? Je sais pas si c'est un pote ou pas, parce que j'en vois 4, mais on n'est pas à 4 dans l'équipe. Ou c'est 2 équipes? Ah, c'est 2 équipes. Oh putain, il fallait que je comprenne ça. Oh la vache. Ouais. Ça m'a pas lancé dans le mode que j'utilise le plus, tiens. Alors forcément. Il y a des... Hein, réapparition. Ah ouais, non, mais je suis largué, en fait. Je suis total... En fait, j'ai pas... Waouh. D'accord. Non, mais ok. Je... Là, je vous avoue que je redécouvre Fortnite parce que ça a beaucoup changé depuis la dernière fois que j'ai joué, que ce soit sur mobile ou pas, parce que je joue pas du tout. Donc je vous avoue que là, je suis un peu largué. Mais en tout cas, c'est bien fluide, on peut le voir, il n'y a pas de souci. Ça reste plutôt beau. Alors après, je pense pas qu'on puisse changer en plein cours de jeu. On va faire comme ça. Allez, appliquer. Ah, on sent clairement que c'est passé en 30 FPS. Hein. On sent qu'en Epic, il galère un peu plus. Ah, c'est carrément moins fluide, c'est carrément moins agréable. Néanmoins, en tout cas, on peut changer en même temps. Donc, ce qui fait que, ben, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Je vous avoue que je suis pas forcément dans la meilleure des formes pour parler de ça, en fait, pour commenter. Mais en tout cas, ça fonctionne. Ah, bah oui. Ah non, en plus, j'ai toutes mes armes. Ah ouais! Ah ouais, dans mes Fortnite, c'est devenu étranger pour moi. C'est complètement devenu étranger. Ouais. Qu'est-ce que je prends? C'est quoi ça? C'est pas celui d'assaut qui est 3 de temps. Bon, je crois que de toute façon, on va pas aller plus loin. Après, au niveau de la chauffe, alors d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, tiens, on va parler d'un truc, bon, je pense que là, il n'y aura plus personne qui regardera. Mais à propos de la chauffe, il faut savoir une chose, c'est que le refroidissement se fait vers le haut, en fait. Il se fait vers l'appareil photo. C'est très très particulier, mais en gros, je sais pas s'il y a des gens là. Mais en gros, ça se fait vers l'appareil photo, donc ce qui fait que ça va vers le haut, là où la plupart des smartphones vont essayer de l'équilibrer vers tout le reste du téléphone, vers le milieu en général. Là, ils vont le faire vers le haut, vers l'appareil photo, où justement il y a cette partie où on peut refroidir le téléphone. C'est un peu particulier, mais c'est un choix. Voilà un petit peu. Bon, c'est pas très l'action par ici.
Il y en a un là-bas. Il y en a un là-bas. Mais non, c'est un pote. Oh, mais... Enfin, ça me saoule. Je tire sur les arbres. Les arbres sont vos ennemis. Bref, on va passer à la conclusion. Parce que là, de toute façon, je ne comprends rien. Je ne sais pas où sont les ennemis. Je comprends même pas où ça se bat. J'ai l'impression, mais il se passe rien. C'est... C'est la mort du fun, quoi. Il y a un ennemi là-bas. Mais il est parti. Ouais. Youhou. J'essaie de tout niquer, hein, c'est bon. Ah. Il n'y a rien là? Est-ce que vous sentez le gamer qui est en moi sur cette partie? Est-ce que vous le sentez bien? Non, on va niquer cette petite... ce truc en carton, on s'en fout. Voilà. Non, bon, en tout cas, il tourne tout à fait bien. Le jeu tourne tout à fait bien. Voilà. Vous la sentez, la fatigue? Alors, que penser de ce Honor V20? Ben, clairement, c'est un smartphone qui est très intéressant. Au niveau des points positifs, c'est que déjà, il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à maintenant Magic UI, c'est beaucoup plus fluide qu'avant. C'est déjà une chose sympathique. Vous avez le capteur photo 48 mégapixels qui n'est clairement pas marketing et qui montre une certaine évolution chez Honor en termes de photos. Ça, c'est plutôt cool. Même le mode IA est quand même beaucoup plus soft qu'avant, ce qui est une bonne chose. Le côté écran percé unique en France, le Kirin 980 gravé en 7 nanomètres avec l'autonomie qui va avec. Oui, donc, alors le jack, l'appareil photo, l'autonomie, la performance, le côté assez borderless pour le coup qui va avec, le fait qu'on n'est pas d'encoche. On a du NFC, on a port infrarouge, on a le dual SIM 4G, donc c'est-à-dire vraiment dans le sens où ça peut être du dual SIM active, donc les deux en 4G. Vous avez, en fait, il y a pas mal de choses et globalement, il est assez bien équilibré avec des bonnes choses à vendre. Déjà un design un peu plus atypique que les anciens. Vous avez la caméra 48 mégapixels qui va faire la différence et le côté écran percé qui pour l'instant est unique en France. C'est le Honor qui a le plus de personnalité et qui a le plus de choses à vendre. Et ça me rappelle beaucoup le Honor 8 ou le Honor 6 Plus qui pour le coup avait des choses à vendre aussi à l'époque et qui donnaient un peu envie en fait. Et là c'est un peu la même chose. Le design, notamment le traitement au dos, peut un petit peu rebuter certains, et ça je le comprends tout à fait, sachant que de toute façon c'est une cible jeune. Mais par contre pour tout le reste, bah, il va être ultra polyvalent, il va être beau en photo, il va avoir un bel écran IPS, alors LTPS pardon, là il a la supercharge aussi, il y a quelques petits défauts par-ci par-là. L'interface un peu brouillonne, ça manque encore un tout petit peu de fluidité, mais c'est bien mieux qu'avant. Vous avez le haut-parleur qui est seulement mono, c'est dommage. Le haut-parleur stéréo ajoute un plus. Alors est-ce que c'était vraiment pas possible? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le petit truc qui est dommage. Vous avez quand même les finitions qui ont bien été améliorées. Et après, la petite chose qui me manque un petit peu, c'est ce lecteur d'empreintes qui est au dos. Maintenant que je suis habitué au lecteur d'empreintes sous l'écran, ça ajoute un réel plus. D'une part parce que ça devient invisible, et d'autre part parce que aller le chercher ici, c'est beaucoup plus naturel, parce que quand on prend notre téléphone, on va le prendre de toute façon comme ça, et on va le déverrouiller, et on aura le pouce sur l'écran pour naviguer. Et en fait, quand je reprends par rapport à X17 Pro, OnePlus 6T ou au Meizu 16e, ça devient quelque chose de naturel, et c'est beaucoup plus pratique comme ça en fait, dans la réalité. Le fait que ce soit au dos, alors qu'on va le sortir de notre poche, bien évidemment, ça va se déverrouiller tout de suite. Mais sur le bureau, bah, vous le posez, vous voulez l'utiliser sur le bureau, bah, il faudra utiliser le code. Ça fait très comme Face ID. Alors, ça a toujours été le cas en fait, mais aujourd'hui, ça le fait encore plus avec les lecteurs d'empreintes sous l'écran. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, hein, ils ne pouvaient pas prendre d'AMOLED parce que c'est Samsung qui a voulu garder la technologie. Néanmoins, il y a quand même ce souci-là et c'est un petit peu dommage. Et en plus de ça, on aurait pu avoir un dos qui soit un peu plus sobre avec un design qui aurait permis de voir le V en entier sans avoir de petits ronds qui viennent interférer par rapport au design. Ça aurait été un peu plus sobre, ça aurait été, je pense, un peu plus sympathique.
Vous avez quand même le côté écran percé, le fait qu'on n'ait plus d'encoche, bon, même si on a un petit point ici, ça s'oublie vachement vite. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de système motorisé ou de slider, ce qui fait qu'entre le slider du Mi X3, qui même s'il est à 500 € et qui peut être très, très sympa sur beaucoup de points, ça fait très cheapos. De l'autre, vous avez le Vivonex avec la caméra qui sort de l'écran. C'est très sympathique, mais s'il tombe dessus, qu'est-ce qui va se passer et comment ça va vieillir? Vous avez le Vivonex Dual Display ou le Nubia X avec l'écran au dos. Alors c'est sympathique aussi, mais quel est l'intérêt? Et surtout, quand je vois le Dual Display, bien qu'il n'est pas mauvais, l'intégration de l'écran reste à revoir, à mon sens. Là, on a quand même quelque chose qui reste relativement discret et plutôt bien pensé avec le côté notification. Donc, pour justement que ça s'oublie assez vite. Et ce qui est réellement le cas, en tout cas pour moi. Donc, j'étais convaincu et j'aime plutôt bien cette solution. Elle n'est pas totalement parfaite parce qu'il y a des fois, bien sûr, où on le voit, hein, quand vous allez voir une vidéo avec un endroit où ça va être blanc et que ça va passer là où il y a un truc noir, vous allez le capter. Mais globalement, au quotidien, pour qu'on fait des jeux, etc., ça va plutôt vite s'oublier. Ce qui est une bonne chose. Il n'y a pas vraiment de grosses choses en fait d'assez mauvaises. Il y a l'interface photo brouillonne, il y a la vidéo 4K qui est encore à revoir et qui est améliorée. Il y a qu'est-ce qu'il y a aussi? Bah, il y a la partie photo, je pense qu'on peut l'améliorer aussi. Il y a aussi ça. Voilà, après c'est plus des petits défauts d'interface, mais c'est pas grand chose en fait. Il n'a pas de réels gros défauts. Là, comme ça, j'en ai pas forcément beaucoup, mais c'est plus bah, voilà, le fait que ce soit un écran LTPS quand beaucoup sont en AMOLED et que c'est quand même plus agréable, mais on sait pourquoi c'est comme ça. Le petit design ici est un peu particulier, ça aurait pu être fait différemment à mon sens. Bah en fait, j'ai pas réellement de gros défauts, hein. Alors normalement, je l'ai mis dans le test Express, mais c'est pas des très gros défauts, parce qu'en plus de ça, il a une connectivité qui est complète, NFC, frein à rouge, la supercharge, le Wi-Fi, la 700 MHz aussi pour Free. Vous avez plein de petites choses par-ci par-là qui font que bah il est quand même bien sympathique, hein. Et en termes de défauts, c'est plus des petits défauts. Bon, pour la vidéo 4K, c'est un peu plus gros défaut. De nuit, les photos, c'est pas forcément le mieux aussi. Ça va pas être les références. Mais bah, globalement, il est bien équilibré et même très très bien équilibré. C'est pour moi le meilleur Honor par rapport à la sortie, bien évidemment. Hein. Forcément, c'est le dernier, ce sera forcément le meilleur. Mais par rapport à la sortie, c'est l'un des smartphones Honor les plus intéressants qui a été sorti à ce jour. Déjà, ça montrait un petit peu avec le 8X, mais là c'est un gap supérieur. À 550 €, ça vaut vraiment le coup. Il se met bien évidemment face au OnePlus 6T, mais qui a des attentes totalement différentes. On n'aura pas du tout la même expérience, c'est pas du tout la même cible, et surtout, c'est pas du tout les mêmes priorités. Il y aura beaucoup de choses que fait mieux le Honor, ou du côté du OnePlus, fait mieux OnePlus. Par exemple, d'un côté, vous avez le lecteur d'empreintes sur l'écran avec la AMOLED, vous avez l'expérience OxygenOS qui est ultra fluide et ultra mise à jour. Là, par exemple, on n'a pas encore la mise à jour de sécurité de février. Mais par contre, bah, la photo est un peu moyenne. La vidéo 4K, on l'a en 60 fps non stabilisé, mais 30 fps avec une stabilisation de dingue. Vous avez la photo qui est plus moyenne, le jack qui est très moyen aussi, et il y a plus de jack, c'est un adaptateur. C'est des petites choses comme ça en fait qui fait que ça fait différent en fait. Donc c'est vraiment deux choix différents, donc ça dépend totalement de vos critères. Mais en tout cas, bah, vous avez deux choix totalement différents à un prix qui reste assez convenable. Vous avez le Meizu 16e qui est un autre que j'adore vraiment. Et je vous avoue que bah, j'ai beaucoup apprécié tester ce téléphone. Et face au Meizu 16e que j'adore au quotidien, bah, ce téléphone-là, il me fait vachement hésiter quand même. Alors après, les 256 Go, c'est aussi le petit truc qui m'intéresse beaucoup. Mais globalement, il est super intéressant. Après, à vous de voir, c'est à vous de voir selon vos critères. Mais c'est un très bon téléphone, vous ne serez de toute façon pas déçu si vous l'achetez. Ce sera des petites choses par-ci par-là, comme d'habitude, comme tous les téléphones. Mais globalement, il est vraiment bien équilibré, comme chaque Honor. Ce qui fait qu'il n'y a aucun point de vraiment très négligé, sauf si vous voulez faire de belles vidéos quand vous marchez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et aussi, merci aux tipeurs de participer toujours autant. Allez, ciao!